Chers auditeurs de Radio Pays d'Hérault, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année 2018 et vous souhaite de tout cœur une année de paix, de bonheur, de succès et d'amour. Mais avant tout, une année en bonne santé. Vous savez depuis septembre dernier que Pas d'accord et alors est une émission résolument positive et dynamique qui vous parle des désaccords et des conflits. Ce thème ne semble pas très sexy et drôle, mais les désaccords et les conflits font partie de la vie et sont partout. Dans les familles, entre voisins, entre collectivités et communautés, entre collègues et services. Je pense que rien ne changera en 2018. Alors, accepter que les conflits sont normaux, c'est déjà un premier pas vers la paix et l'harmonie, car la paix n'est pas l'absence du conflit, mais le résultat d'une bonne gestion de conflit. En tant que médiatrice, je me suis donné comme mission de vous apporter ce message. Ces fâcheuses situations, conflits et désaccords, souvent tabous, sont en fait des catalyseurs, des opportunités pour apprendre à mieux se connaître, à exprimer ses émotions et ses besoins, pour mieux construire, qui signifie bâtir ensemble, et non de détruire, qui signifie démolir la relation, comme c'est malheureusement souvent le cas. Si vous avez envie de savoir comment aborder les désaccords et les conflits autrement, réécoutez le podcast des précédentes émissions sur rphfm.org et suivez-nous chaque troisième mercredi du mois à 19h15 sur votre radio préférée, Radio Pays d'Hérault. L'année dernière, nous avons abordé avec nos invités l'histoire de la communication, la médiation scolaire, les émotions et les conflits en entreprise. Pour débuter cette nouvelle année, j'ai choisi pour thème les conflits familiaux et maman, comme on dit ici, il y a de quoi faire sur ce sujet. La famille, c'est quelque part le microcosme de la société. Nous y rencontrons les mêmes problèmes qu'au plus haut niveau de l'État. Problèmes de budget, problèmes d'autorité, problèmes de gestion, problèmes de pouvoir. Alors, pour parler de tout cela, j'ai invité une spécialiste des conflits de la famille, Isabelle Lebel, médiatrice familiale. Bonjour Isabelle. Bonjour Christelle. Bonne année, bonne santé et merci d'être venue à Saint-André pour partager votre expérience et votre savoir. Isabelle, vous êtes médiatrice familiale. Racontez-nous comment vous êtes arrivée à la médiation familiale. Je pense que ça ne s'est pas fait en un jour. Oui, effectivement, Christelle. C'est la suite d'une longue expérience de vie, d'un cheminement. J'ai d'abord vécu de nombreuses années à l'étranger où j'étais exposée à différentes cultures. J'ai exercé plusieurs métiers et ça m'a donné envie des personnes qui ont des façons de vivre différentes des nôtres, d'autres façons de communiquer. Et j'ai vraiment eu le désir de me former à la communication. J'ai une expérience fondatrice qui était la découverte de la communication non violente. J'ai été formée par Marshall Rosenberg. C'est une personne qui a créé cette approche de la communication et qui m'a permis de découvrir que la communication c'est pas forcément inné, ça s'apprend et il y a différentes c'est vraiment une expérience qui m'a donné envie par la suite de vouloir exercer ce métier. Vous avez eu la chance d'être formé par Marshall Rosenberg en personne, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, vous avez des petits films sur YouTube, sur des conférences de Marshall Rosenberg. Vous pouvez mettre ce nom sur YouTube. Il y a d'excellentes vidéos qui vous disent plus sur cette méthode de communication qui est vraiment excellente. Oui. Quelle chance que vous avez effectivement. Marshall Rosenberg, malheureusement, est décédé il y a quelques années, mais c'est une approche très humaniste et humanisante qui est vraiment, qui a été pour moi vraiment une ouverture sur
voilà, je pense que chacun entre nous a le désir d'être en paix, en paix avec soi-même, en paix avec les autres, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et cette approche, c'est vraiment part du constat, du postulat que chacun entre nous a tous les moyens, en tout le cas, de pouvoir, de pouvoir avoir des relations paisibles. Il y a des méthodes qui sont toutes simples, mais on les connaît pas et elles sont à la portée de tous. Voilà. Je ferai une émission spécialement dédiée à la communication non violente le mois prochain. Pour revenir sur les conflits en famille, quels sont les conflits, donc vous êtes devenue médiatrice ensuite, quels sont les conflits que vous rencontrez les plus souvent? Quels sont les conflits dans les familles? Comment naissent-ils? Comment les personnes les gèrent? Alors, Christelle, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure en introduction, les conflits existent partout et la famille est le microcosme d'une société. Je reviendrai là-dessus. Les conflits, il y en a de toutes sortes. Mais peut-être la particularité des conflits familiaux, c'est sans doute le fait qu'ils ont une intensité particulière, du fait de la proximité des liens, du fait aussi des enjeux. Et les personnes que je rencontre, bien souvent, sont arrivées à une situation de grande détresse, de grande souffrance, des ruptures, que ce soit des ruptures conjugales, des ruptures parfois avec un jeune adulte, un adolescent, des ruptures au niveau de la fratrie, quand il s'agit je pense par exemple à des successions qui se font parfois avec beaucoup de violence, ou tout simplement aussi un domaine qui m'est cher, c'est la médiation intergénérationnelle, donc les personnes, des familles face à un parent âgé dépendant et il y a des décisions importantes à prendre et qui nécessitent une certaine réorganisation familiale. Voilà, donc tous ces moments difficiles, douloureux de la vie, c'est des périodes où soi-même, on n'arrive plus à gérer les conflits et on peut être amené à un certain moment de la vie à faire appel à une personne extérieure, à une personne qui est en dehors du conflit, en dehors de l'histoire, qui n'est pas impliqué. Ça, c'est très important. Qui est peut-être objectif, qui n'est pas non plus un ami ou un parent, parce que en tant qu'ami et parent, nous sommes toujours subjectifs. Alors, quelque part, non? Oui, tout à fait. Alors, c'est difficile d'être objectif, en tout cas, d'être en dehors de cette histoire va permettre effectivement de ne pas être pris par l'émotion de l'autre, d'avoir une distance et surtout d'avoir ce qu'on appelle cette impartialité, ou j'emploierais plutôt le mot de Jacques Salzer, qui est un médiateur, qui parle de multipartialité, c'est-à-dire que on est totalement avec l'un et totalement avec l'autre, mais on n'est pas là à porter de jugement de valeur ou d'orienter la personne. C'est important effectivement dans la démarche de la médiation. Et donc, vous, en tant que médiatrice familiale, quelles sont les situations que vous rencontrez le plus souvent et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos auditeurs de mettre en place peut-être pour mieux gérer ces conflits? Tout à fait. Alors, je commencerai peut-être par dire comment naissent les conflits. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en conflit? Là, je vais m'intéresser à ce qui se passe en famille. Alors, moi, je vois 3 éléments qui me paraissent importants. Le premier, c'est le manque de temps que, paradoxalement, on vit dans une société où on a des moyens extrêmement performants pour gagner du temps. Et paradoxalement, on est toujours en train de courir après le temps. Or, la relation, pour moi, c'est un peu comme une plante. Elle a besoin on l'arrose, ça a besoin de temps, ça a besoin d'attention. Et une relation où on ne prend pas le temps d'être avec l'autre, elle finit par s'étioler et peut s'accumuler des rancœurs, des non-dits. Là, vous parlez d'un couple, par exemple, dans le couple ou aussi dans la relation avec les enfants? Voilà, je dirais d'une manière générale dans la relation, mais évidemment en famille, cette relation a beaucoup plus d'importance, que ça soit dans un couple ou avec les enfants. Et ce temps, pour moi, est un élément capital pour que cette relation puisse durer dans le temps. Le meilleur conseil que je pourrais donner, par exemple, à un couple qui souhaite s'aimer dans la durée, ça serait de prendre
à minima, une fois par mois, un rendez-vous en tête-à-tête, voilà, où on est uniquement là pour l'autre, pour parler de soi, de ses émotions, de ce qui est difficile, de ce qu'on souhaiterait faire, des projets, voilà. Hein. D'exprimer ses besoins. D'exprimer ses besoins. Hein. Donc, cette notion du temps, pour moi, est capitale et peut expliquer pourquoi il y a tant de rancœurs qui naissent souvent de non-dits ou voilà, on n'a pas pris le temps de parler à l'autre. Hein. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément qui me paraît important, c'est la peur du conflit. Hein. Paradoxalement, le fait d'avoir peur du conflit, de ne pas l'affronter, crée du conflit. Alors, ça part souvent de bonnes intentions. Hein. Par exemple, on ne veut pas faire du mal à l'autre, on ravale un peu ses frustrations, on veut pas lui faire de la peine, hein, voilà. Mais petit à petit, les frustrations peuvent s'accumuler et il se passe deux choses. Hein. Soit, on a tellement réprimé ces frustrations et ces souffrances et ces tensions qu'on déprime. Hein, à force ça fait cocotte minute quelque part. On accumule jusqu'à ce que ça. Alors, il y a effectivement, c'est tout à fait juste. Il y a deux aspects. Hein. Soit on réprime et on déprime, soit la tension monte et ça explose. Hein. Donc, ça fait par des phénomènes de violence. Voilà. Dans les deux cas, ça crée effectivement du conflit. Alors que le conflit fait partie de la vie et le conflit en soi n'est ni mauvais ni bien. Hein. C'est la façon de ce que vous avez dit, hein, c'est de le gérer. Je pense à ce psychologue canadien, hein, Robert Emery, qui disait que la qualité de la relation dans un couple n'est pas tant l'absence de conflit que cette capacité à la gérer. Hein. Comme en entreprise, comme partout. Comme partout. Et je dirais que j'irais même plus loin que s'il n'y a pas de conflit ou s'il n'y a pas de désaccord, c'est signe qu'il ne peut pas s'exprimer. Hein. C'est ce qui se passe dans les pays totalitaires où, effectivement, on ne laisse pas s'exprimer le conflit. Hein. On ne laisse pas s'exprimer le désaccord. Donc, c'est au contraire bon signe qu'il y ait des désaccords et des conflits. Mais encore une fois, en médiation, ce qu'on apprend, c'est comment gérer ces désaccords. Hein. Oui, parce que de ne pas être d'accord avec l'autre, ça met en dehors de la zone de confort. Et ça implique peut-être la possibilité d'un changement. Et le changement fait peur, comme nous l'a bien expliqué Hélène Jacquemin dans une émission précédente. Donc il y a cette phase d'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer si je suis pas d'accord avec mon fils, avec ma fille, avec mon conjoint, avec mon frère ou ma sœur? Qu'est-ce qui va se passer entre nous? Est-ce que peut-être on va plus m'aimer, hein? On va faire les choses quand même, hein, pour quand même accumuler, ne rien dire, prendre le risque de créer une situation désagréable. Hein. C'est toutes ces peurs-là. Et nous n'apprenons pas, ni lorsque nous sommes enfants ou à l'école, quand il y a un conflit ou quand il y a des heurts, il y a la répression, après la punition. Et au lieu de nous apprendre qu'est-ce que nous faisons, je ne suis pas d'accord, comment pouvons-nous gérer cette situation pour arriver à une solution qui convient à tout le monde. Alors effectivement, c'est très juste et j'en viens à ce troisième point. Qu'est-ce qui crée du conflit? Eh bien, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il faut, on ne sait pas communiquer, on n'arrive pas à parler, on a des peurs et on ne sait pas les exprimer. Hein, et c'est ça qui effectivement fait que on se confronte à l'autre. Hein, et voilà, ça c'est un élément important. C'est cette capacité on a très bien appris à raisonner avec la tête, hein, et on peut se batailler pour savoir qui a tort ou qui a raison, mais on a beaucoup moins appris à descendre au niveau de ses émotions, hein, de ses sensations. Or, l'émotion, c'est la vie qui s'exprime, il n'y a pas de jugement de valeur dans l'émotion, et l'émotion, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est un révélateur de nos besoins fondamentaux. Hein, donc, voilà. Oui. Ouais. Et alors, qui sont les personnes qui s'adressent à vous, Isabelle, si dans une situation difficile, nous avons besoin d'un médiateur familial? Est-ce que c'est des gens qui sont envoyés par d'autres personnes, par des associations, ou est-ce qu'ils viennent vous voir directement, vous téléphoner, ou est-ce qu'ils trouvent vos coordonnées?
comment faire si nous avons besoin d'un médiateur familial? Oui, alors il y a deux façons de venir vers nous. Ça peut se faire spontanément, effectivement. Toute personne peut venir frapper à la porte. Alors il y a des associations qui sont répertoriées, puis il y a aussi des médiateurs en libéral. Mais ça, c'est une première façon. Après, une autre façon, c'est par le juge. Le juge aux affaires familiales nous envoie des personnes en médiation, mais dans les deux cas de figure, c'est toujours un processus volontaire, c'est-à-dire que les personnes viennent volontairement. Alors, soit effectivement encouragées par le juge, mais dans tous les cas, pour démarrer un processus de médiation, il est important que les personnes soient d'accord, comme dans toutes les médiations, dans n'importe quel secteur. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on propose toujours un entretien préalable à la médiation pour permettre aux personnes, d'abord pour expliquer comment fonctionne une médiation, pour que cet accord soit éclairé, soit libre et éclairé, et puis aussi pour connaître un petit peu le contexte, affiner un petit peu la demande, quelle est l'attente de la personne, quelle est sa demande. Et à partir de cet entretien préalable, soit les personnes souhaitent continuer et on s'engage. Et le succès dans les médiations que vous avez pu effectuer, est-ce que les personnes impliquées, que ce soit en divorce, que ce soit en dispute de succession ou des difficultés entre des parents et des enfants, est-ce que quel est le taux de succès où les gens trouvent une solution et partent apaisés? Alors, c'est extrêmement délicat, enfin difficile en tout cas, de mesurer de façon scientifique, je dirais de façon très objective, le succès, parce qu'en médiation familiale, il y a deux éléments qui me paraissent très importants. Le premier élément, pour moi qui est capital, c'est l'apaisement des relations. Avant tout accord, l'accord, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau, et heureusement, il y en a, sinon je ne ferais pas ce métier. Il y a pas mal d'accords que les personnes elles-mêmes, en médiation, ce qui est important, c'est que la particularité de la médiation, c'est que les personnes restent acteurs de leurs décisions jusqu'au bout. C'est en aucun cas ni le médiateur ni qui que ce soit qui va les orienter vers une décision. Donc vraiment, c'est qu'elles retrouvent suffisamment confiance en elles pour qu'elles-mêmes... Les personnes ont la compétence de trouver la bonne solution. La seule chose, c'est qu'elles ne savent pas toujours comment s'y prendre. Et voilà. Donc, le médiateur va être là pour les guider. Les guider à ce qu'elles-mêmes trouvent prennent les décisions. Mais, en tout cas, voilà. Donc, un élément important, c'est l'apaisement des relations. Et le fait, alors ça, j'ai envie de dire, j'ai toujours expérimenté ça en médiation, c'est qu'à partir du moment où les personnes s'écoutent mutuellement, prennent le temps de s'écouter, prennent le temps de parler d'elles-mêmes, de leurs émotions, de leurs besoins, il se passe un apaisement. Voilà, ça c'est très important pour la suite. Ensuite, à partir de là, on peut avancer vers une démarche de décision. Alors, au niveau pourcentage, selon les lectures, vous verrez des pourcentages différents. En général, on dit que des accords, c'est de l'ordre de 60-70%. Mais pour moi, encore une fois, ce qui est plus important, c'est dans quel état elles sortent de médiation. Quel est leur état général. Oui. Et donc, si je résume, ce que vous dites, c'est que déjà, peut-être pour ne pas arriver jusqu'au tribunal et que ce soit le juge qui envoie les gens en médiation, c'est déjà de prendre le temps dans les familles, de s'écouter, d'être attentifs les uns vers les autres, de prendre le temps de parler de ce qui ne va pas, ne pas avoir peur peut-être de parler des choses qui fâchent et prendre le recul de comprendre l'autre. Tout à fait. Effectivement, je dirais le point capital, vous voyez, dans la communication, c'est l'écoute. C'est plus difficile d'écouter que de parler et l'écoute, c'est un élément pour moi qui est capital. C'est de se décentrer de soi-même pour vraiment entendre ce que dit l'autre. Ça, c'est peut-être le point le plus important. Merci Isabelle. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci à Axel à la technique. Il est toujours aussi souriant, ce garçon. Alors, bonne année encore à tous et je vous retrouverai le 21 février pour un nouveau Pas d'accord et alors.